C'est très intéressant le fait que vous avez appelé le titre parce que c'est un mélange entre Anté et l'ontologie qu'on va voir. Et du coup, je ne sais pas si vous connaissez cette écrivaine, elle est poète, écrivaine et aussi avocate qui vit dans la ville de Toronto. Elle est née en fait dans les Caraïbes et elle vit maintenant au Canada. Pour ses poèmes, pour ses romans, pour ses essais, pour ses pièces de théâtre, elle a reçu plusieurs prix, dont une bourse Guggenheim en poésie et un prix PEN Nabokov pour la littérature internationale l'année dernière. Zong, donc ce poème dont je vais vous parler aujourd'hui, repose sur une histoire douloureuse et entremêlée de colonialisme, d'esclavage et d'une justice circonstancielle qui a effacé l'identité noire et a affirmé la suprématie blanche. Ce poème raconte le meurtre d'environ 150 esclaves en 1781, jetés à la mer par-dessus le bord du navire négrier de Liverpool qui s'appelait Zong. Les esclaves voient leur fin dans l'abîme du mer démonté, d'où ils continuent à hanter l'écrivaine, qui, par devoir de mémoire, est déterminée à guérir l'amnésie des générations qui ignorent les erreurs du passé, commises dans le passé au nom du colonialisme. La démarche que Philippe propose dans son ouvrage vise à détruire le texte afin de tirer de l'oubli les vies détruites dans le massacre de Zong. Et dans ma communication, je propose une lecture de ce poème à travers la perspective de Derrida sur l'ontologie, un concept qui hante l'ontologie, remplaçant l'existence et l'essence de l'être par la métaphore de l'esprit ou du spectre. Je soutiens que cette stratégie littéraire vise la responsabilité de l'écrivain de tirer de l'oubli les vies des esclaves et de faire surgir leur mémoire depuis les tréfonds des océans. En plus, elle défie l'esthétique blanche et en massacrant le texte, elle nous force à prendre nos responsabilités et à construire nos propres interprétations du texte et de l'histoire. Cet acte puissant de réconfiguration d'une histoire violente et de création d'un poème anthologique est une tentative de réparation et rédemption artistique. Zong devient donc un texte hanté par les esprits des esclaves jetés à la mer. Et surtout dans ce contexte du Black Lives Matter, la modernité tentée par l'histoire de l'esclavage, du colonialisme, du génocide et de la guerre. Du coup, c'est un texte qui, même s'il a été publié en 2008, il reste toujours significatif maintenant en 2021. Dans le spectre de Marx, donc le texte de Derrida dont je parlais tout à l'heure, ce terme anthologie est apparu pour la première fois. Derrida soutient que le marxisme hanterait la société d'outre-tombe. Et du coup, anthologie devient un concept qui hante l'ontologie, qui remplace l'existence et l'essence de l'être par la métaphore du spectre, c'est-à-dire ni mort, ni vivant, ni présent, ni absent. Et dans cette optique, le monde contemporain auquel Marlène Nourbez-Philippe s'adresse serait hanté par l'histoire du colonialisme et de l'esclavage. Derrida tient à soulever la question du spectre non seulement parce qu'il s'agit d'une apparition indéfinissable que l'on ne peut pas voir en chair et en eau, mais parce que le spectre est toujours un revenant. C'est une présence intempestive qui revient sans cesse, qui ne connaît pas de frontières géographiques ou historiques. Et c'est pourquoi ce spectre a la capacité de hanter toute génération. Et la raison pour laquelle Derrida insiste sur l'importance de parler du, au et avec le spectre tourne autour de l'idée que le spectre est aussi une question d'héritage. C'est-à-dire, l'héritage n'est jamais un donné, c'est toujours une tâche. Elle reste devant nous aussi incontestablement que, avant même de le vouloir ou de le refuser, nous sommes des héritiers et des héritiers endeuillés, comme toutes les héritiers, selon Derrida. Il faut apprendre donc à vivre avec les fantômes, qui sont des figures de lutte contre l'oubli. Le spectre nous regarde avant même que nous le voyons ou que nous ne voyons tout court. Nous nous sentons observés, parfois surveillés par le spectre avant même toute apparition. Et Philippe a justement cette obsession de la responsabilité envers ceux qui ont perdu leur vie sur Zong, mais aussi envers ceux qui ont oublié ou qui ignorent les atrocités commises pendant l'époque coloniale et le racisme dont on a hérité.
Et Zong se propose de guérir l'amnésie. Et le massacre est certainement important pour la narratrice, mais ce qui pose problème est l'eau. Et dans la première partie du poème, en fait, on a une sorte d'essai où l'autrice essaye de remettre en question la problématique du texte qui suit. Et cette partie-là est écrite en anglais. Le poème, par contre, a un mélange de plusieurs langues. Et comme vous voyez, il dit « I find words like resurrect and subaquatic, but not ex aqua. Does this mean that unlike being interred, once you're underwater, there's no retrieval, that you can never be exhumed from water ?» Exhumer signifie finalement, au sens propre, retirer un cadavre de son lieu de sépulture, et au sens figuré, tirer de l'oubli. Dans Zong, la fréquence de la phrase « This page intentionally left blank » rappelle les documents juridiques ou pédagogiques. Et en fait, Nourbez Philippe est aussi avocate, elle a pas mal d'expérience juridique. Et du coup, c'est une perspective assez intéressante sur la problématique du poème. Ce qui trouble Philippe est le fait que cette page de l'histoire a été intentionnellement laissée blanche et que les esclaves du Zong n'ont pas d'identité, leurs corps n'ont pas été identifiés. Comme vous voyez, l'idée du lieu de sépulture, de gravestone, est essentielle pour sa démarche artistique. Et à part l'eau, ce qui est également essentiel, c'est the bones. Utilisant la métaphore de l'eau comme technique littéraire, Philippe essaie to bring the stories of these murdered Africans to light above the surface of the water, to exaqua them from their liquid graves. C'est-à-dire l'idée de retrouver les os, les trouver, the bones. Et la tâche de l'écrivain est donc de défendre les morts. Comme elle le dit dans Zong 15, surtout dans Notanda, Zong is the song of the untold story. It cannot be told, yet it must be told, but only through its untelling. Et cette idée de dire à travers le non-dit est, je pense, essentielle à sa démarche artistique et à sa stratégie littéraire. Zong donc est un texte poétique qui a une fonction rituelle, comme les vêpres, qu'elle mentionne aussi dans son poème, comme une litanie, mais il est aussi dans son ensemble un texte ontologique, dominé par le spectre des esclaves massacrés, c'est-à-dire de l'existence des personnes qui ont été ignorées finalement jusqu'à 2021 dans l'histoire. La raison invoquée par les propriétaires du navire, pourquoi c'est une question juridique aussi, c'est parce que les propriétaires du navire ont recherché une indemnisation de leurs assureurs pour la cargaison des esclaves perdus et le manque de ressources, c'est-à-dire le manque d'eau potable. Et à travers Zong, il y a un fort contraste entre l'eau potable qui manque sur Zong, c'est pourquoi ils ont décidé de jeter les esclaves au-dessus du bord du navire, et l'eau qui, en fait, du coup, l'eau potable qui manque sur Zong et qui déclenche la suite des événements. Et comme vous voyez ici, le texte est justement détruit et on retrouve des éléments, c'est-à-dire water, dans un autre passage, on a eau, on a plusieurs agua, on a plusieurs langues et on retrouve cette obsession avec l'eau. Il y a donc un contraste entre l'eau potable et l'eau salée de la mer, puisqu'on a aussi des mots, par exemple, comme omi en Yoruba. Et si on lit et on prononce d'autres mots qui signifient l'eau, comme par exemple OS, du coup, on pense au français, on comprend que l'obsession de la narratrice pour les dépouilles est également une obsession pour l'eau, car les deux mots pourraient être phonétiquement identiques. Et l'environnement aquatique joue un rôle ambigu dans Zong. Il est d'abord l'eau de la pluie qui a changé l'itinéraire du navire. Il y a ensuite l'eau potable qui manquait sur le Zong. Il est également l'océan qui représentait le moyen essentiel de transportation au XVIIIe siècle, surtout dans le cas des découvertes géographiques. Et du coup, la domination des océans consolidait le pouvoir des empires coloniaux et renforçait le lien entre les continents, sauf que la rencontre avec l'autre était problématique.
Chaque langue utilisée sur Zong n'est pas forcément entendue lors du même événement. Ce navire a peut-être témoigné de l'esclavage de plusieurs générations venues de plusieurs côtés du monde. Dû à la pluralité des langues, français, on retrouve aussi de l'anglais, du néerlandais, des langues africaines. Le créole n'en fait pas encore partie parce que la créolisation, historiquement, ne se produit qu'après la colonisation, une fois que le créole devient langue maternelle. Mais le langage simplifié que Nurbez Philippe utilise dans ses poèmes fait référence au pidgin, que vous voyez dans cet extrait aussi, et aux efforts des esclaves de se faire comprendre dans la langue de l'oppresseur qu'ils ne connaissent pas, ou aussi les petits bouts de phrases qu'ils arrivent à entendre, à mémoriser et à répéter. Et le délire linguistique se rajoute au désespoir des opprimés. Le poète transforme le langage juridique en mascarade. Il utilise aussi du latin dans son poème et ironise la langue du bois, suppose the law, qu'on utilise assez souvent dans le texte. Oui, justement, ce langage très juridique qui se veut logique et rationnel dans une situation qui frise la folie. Les Africains du Zong, citation de Nurbez Philippe, seront toujours les autres qui apparaissent dans la partie du texte qui s'appelle dictat, mais jamais le principe juridique, jamais d'un ratio. Et si le créole peut devenir langue maternelle, le latin devient langue paternelle, la langue de la force dominante de l'autorité. Et ce que Philippe propose donc est de détruire ces langages, d'en créer un autre et de créer une polyphonie, une pluralité des voix, celle de l'opprimé et celle de l'oppresseur. Ce qu'il fait d'un point de vue littéraire, sa stratégie, c'est justement de tuer le texte et de proposer une poétique de la fragmentation. Pourquoi? Parce que d'abord, au niveau de la structure, Zong est composé de 6 collections de poèmes, un glossaire, un manifeste fictif du navire et les notes de l'écrivaine prises pendant le processus d'écriture qu'on voit au début en anglais, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et Philippe soutient d'ailleurs qu'elle a conçu la structure de Zong à partir des poèmes os, c'est-à-dire les 26 premiers poèmes, et des poèmes chers, les poèmes qui suivent et qui complémentent l'histoire incomplète telle qu'elle est racontée par le document officiel. Philippe choisit donc de tirer des titres en latin, une langue qu'elle considère intimement liée à la langue de la loi et à la langue paternelle de toute langue européenne. Les premiers poèmes, par exemple, les premiers poèmes construits exclusivement des mots empruntés au document Gregson versus Gilbert, que Philippe réarrange sur la page de façon aléatoire, représentent le squelette de Zong. Et les autres parties comme sal, ventus, ratio, ferrum contiennent des mots dans d'autres langues, y compris africaines, y compris qu'on retrouve par exemple dans les Caraïbes, et se veulent une réinterprétation du texte initial, ce que Philippe caractérise comme la traduction de l'opacité des premiers poèmes. Ce qui est intéressant pour nous, les lecteurs, c'est que nous nous confrontons également au meurtre du texte. Et le meurtre du texte est donc aussi brutal et violent que le lecteur imagine le massacre du Zong. Comme vous avez vu tout à l'heure, il y avait justement des lettres, des sons. On a complètement brisé le texte. Et si l'écrivaine est hantée par les ébora, par les esprits, par les spectres, et surtout par son devoir de mémoire, sa technique de démembrer le texte, de le trancher, de le tuer, représente sa façon à elle de se défendre contre l'agression historique telle qu'elle a été enregistrée dans le document juridique que je vous ai mentionné, Gregson versus Gilbert. Le meurtre du texte est du coup une légitime défense. Ici, c'est un autre exemple. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a, parce que bien sûr, on pourrait interpréter ce texte sous l'angle de Derrida ou Cultural Studies, mais on peut aussi remarquer qu'il y a un contexte très spécifique des Caraïbes. Et comme vous voyez ici, il y a par exemple plusieurs répétitions des Caraïbes. Et du coup, ça nous fait penser à Derek Walcott, The Sea's History, Tidaletics et les Caraïbes, ou aussi la traversée du milieu de Glissant. Et on pourrait également revoir ce texte à partir de ces perspectives. Ce qui est important pour moi à savoir, c'est que cette poétique de la fragmentation ressemble, disons, à l'eau et à ce côté très aléatoire dont on enregistre l'histoire et
de la manière dont cette histoire a été écrite dans le cas des victimes. Ce qui est intéressant pour nous, les lecteurs, c'est que lorsqu'on lit ce poème, on ne peut pas tomber dans la passivité, parce que le style narratif traditionnel et canonique conduit à la passivité de l'œuvre littéraire qui attend d'être lue et comprise, et la passivité du lecteur qui est censé suivre un modèle littéraire familier, qui laisse se sentir à l'aise dans sa zone de confort. Mais le style choquant de Zhang exige une attention soutenue de la part du lecteur qui doit participer à la construction du sens et à l'interprétation de l'œuvre littéraire. On doit lire Zhang sans le prendre pour un content, comme l'écrivain le mentionne, et réinterpréter l'histoire aussi telle qu'elle a été enseignée dans les écoles et dans les manuels d'histoire. Maintenant, surtout avec la COVID-19 qui est toujours omniprésente, c'est important également d'interpréter ce poème à travers l'idée de la perte, de la mort, de l'oubli, de la mémoire, et justement tout ce que j'avais mentionné tout à l'heure de Black Lives Matter aussi comme mouvement important. Je vous remercie.